Jean-Bernard, justement, on va basculer tout au nord de la France, à Dunkerque. Alors, je suis retourné quand même faire quelques parce que c'est quand même bien de savoir de quoi on parle. Et c'est vrai que je méconnaissais, mais là, on est aussi sur un site emblématique en France, parce que les raffineries, c'était emblématique de la politique énergétique française, comme les aciéries, bien sûr, de Dunkerque et le port autonome, etc., sont des enjeux nationaux. Et très vite, les élus locaux, parce qu'il faut se souvenir que c'est la chambre de commerce, je fais une petite digression, mais c'est la chambre de commerce de Dunkerque, là, qui effectivement cherchait aussi, dans les années 50, à trouver un nouveau projet d'industrialisation. Et avec la fin des nationalisations là, des industries allemandes, etc., ils ont créé le projet Usinor, quoi. Donc quand on parle aujourd'hui de Grande-Synthe, vous avez souvent entendu parler de Grande-Synthe, et tu vas nous en parler. Grande-Synthe, c'est Usinor. Grande-Synthe, c'est ce projet industriel gigantesque sur plus de 400 hectares qui visait effectivement à re-industrialiser. Alors évidemment, beaucoup de monde sont arrivés parce qu'il fallait employer tous ces gens. Enfin, c'était un appel d'air, etc. Et très vite, les élus ont aussi, et ça j'ai été surpris de l'apprendre, parce qu'il y a eu cette volonté très nationale d'implanter ça là, les élus aussi ont très vite été parmi les premiers à créer un projet de territoire. Et ça je ne savais pas, notamment qu'en 68, c'est la première communauté urbaine volontaire de France, donc avant la décentralisation. Dunkerque, voilà, je fais le mec qui sait plein de trucs, mais c'était sur Wikipédia, juste à Dunkerque. Voilà. Mais c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a une volonté des élus, et pas n'importe lesquels, puisqu'ensuite, dans les années 80, c'est l'effondrement d'Usinor, bien sûr, et il faut trouver un nouveau projet à ces terres de France, et on retrouve des projets de transition, de développement durable, là aussi, évidemment, sur les ruines des aciéries, porté notamment par un élu emblématique, et je ne le cite pas par hasard, c'est Michel Delbar, bien sûr, qui est un élu emblématique, d'autant qu'il est président de votre association, voilà, donc de la FEJ. Et là, on va y venir. Donc on voit bien qu'il y a quand même un lien, pour cette petite introduction, entre ce que vous faites aujourd'hui et d'où ce projet part depuis des dizaines d'années sur l'idée d'une reconstruction par les élus du territoire, d'un projet de territoire durable, pérenne, là où malheureusement les choses ont été très compliquées. Je cite par exemple les 4 axes de développement stratégique de la communauté urbaine, qui s'est beaucoup autonomisée aujourd'hui, et ils n'ont pas changé depuis les années 90, c'est quand même surprenant, c'est développement économique, solidarité et cohésion sociale, protection et valorisation de l'environnement, gouvernance et participation des habitants. Voilà, donc c'est quand même un terreau un peu particulier. Voilà pour l'introduction. Alors Jean-Bernard, toi tu es dans un grand groupe qui s'appelle la FEJ, tu vas peut-être nous en parler, il y a 108 établissements, c'est du médico-social, voilà, donc c'est très très vaste. Et à l'intérieur de ce grand ensemble d'insertion et médico-social, il y a votre jardin et vos activités. Alors décris-nous un peu ce que vous faites. Alors, donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je reviens rapidement sur la FEJ. Donc, c'est une structure associative qui a pour objectif de lutter contre toute forme d'exclusion. Donc, on a 108 établissements, on est au niveau départemental, et il y a près de 17 000 personnes accompagnées chaque année. Au sein de la FEJ, donc, on a les jardins cocagne des Hauts-de-Flandre, dont je fais partie, qui cultivent 12 hectares sur la métropole dunkerquoise. Et on accueille 40 maraîchers en insertion. Voilà. Donc sur la partie accompagnement et sur la partie qui nous concerne plus l'alimentation, nous on est sur 3 grands axes de travail. On travaille sur les paniers solidaires, on travaille sur la Restoco, et on a développé un camion de vente ambulante. Donc sur le camion de vente ambulante, on mutualise la production de différents producteurs locaux, et on vient dans les petits villages où il n'y a plus de commerce apporter donc de l'alimentation saine et bio à un prix accessible à tous. Au même titre, les paniers solidaires, donc on a des associations avec plusieurs mairies, des CCAS et une épicerie solidaire. Donc on travaille avec notamment le CCAS de Lonne-Plage, une petite commune au sein de la communauté urbaine de Dunkerque, avec qui on a développé les paniers solidaires depuis plusieurs années à présent. Et aujourd'hui, on livre chaque année 350 paniers solidaires au CCAS de Lonne-Plage. On y travaille ensemble des menus.
Et la résultante de tout cela, l'aide alimentaire donnée par la ville de Lonne-Plage a sensiblement diminué du fait de l'accompagnement des mangeurs avec ces paniers. Précise quand même ce que sont les paniers solidaires. Comment ça se compose? C'est bien des légumes faits dans votre jardin. Voilà, donc c'est des légumes faits dans notre jardin. Le panier solidaire est exactement à l'identique du panier adhérent. Donc aujourd'hui, quand on fait un panier, il est exactement identique à la composition du panier actuel. Et les paniers solidaires, c'est un dispositif qui a été monté par le réseau Cocagne et qui permet aux bénéficiaires d'avoir un panier pour 1 €. Le solde étant abondé par le réseau et les partenaires du réseau. Dont le CCAS. Dont le CCAS, ou la communauté urbaine de Dunkerque. D'accord. Et quel type d'activité vous faites pédagogique avec les familles qui sont bénéficiaires de ces paniers? Donc ce sont des ateliers cuisine, essentiellement. Donc l'objectif est d'identifier des familles chaque année et de changer chaque année de famille. C'est-à-dire essayer de donner un maximum de bénéficiaires. Donc ça, c'est pour les paniers solidaires. Et ensuite, on a en parallèle des CCAS, on travaille avec une épicerie collaborative qui s'appelle Label Épicerie, avec qui on a développé le même type de partenariat et qui nous accompagne dans ce dispositif de panier solidaire. Les familles qui récupèrent ces paniers bénéficient aussi d'une adhésion particulière à l'épicerie solidaire et ça leur permet d'acquérir de la nourriture de qualité à un moindre coût. On parle de 50%, donc entre les adhérents et les non-adhérents, 50% également de réduction à l'épicerie solidaire. Alors l'épicerie solidaire, c'est bien la Belle Épicerie, c'est ça? Tout à fait. Oui. Alors la Belle Épicerie, c'est un lieu étonnant parce que c'est une ancienne église, en fait, un peu des années 50 certainement, là, et dans lequel effectivement des personnes précaires, alors suivies notamment par le Secours catholique. Alors ils ne sont pas là cet après-midi, mais j'en profite pour parler parce qu'ils m'ont autorisé à parler en leur nom. Ils créent un réseau digne d'accès à l'alimentation, et il y a une vingtaine de sites en France, donc portés par des publics précaires, en tout cas que eux accompagnent. Dont l'objectif, c'est bien que ce soit les publics qui inventent leurs projets alimentaires inclusifs sur leur territoire. Et la Belle Épicerie fait partie d'un de ces sites. Il est donc alimenté par le jardin de Cocagne, comme d'autres sites de ce type en France. Donc nous, on va être partenaire de ce réseau digne à l'accès à l'alimentation. Et notamment, on va essayer de trouver avec eux des transactions entre notre réseau, notamment sur l'encadrement technique, notamment sur le matériel agricole, puisque plusieurs sites vont aussi faire de la production. Alors là, on va être plutôt en milieu rural, pour le coup, et on va effectivement essayer de les accompagner. Mais c'est bien des publics qui, en toute autonomie, ce n'est pas de l'insertion, c'est en toute autonomie, vont créer un projet alimentaire solidaire à partir de leur propre expérience, mais heureusement qu'ils bénéficient de vos approches. Ok, et donc un autre volet, la restauration collective dont j'avais parlé. Donc là, on est aussi avec l'ACUD. On a une délibération cadre qui veut mettre du bio et du local dans les cantines à l'horizon 2022 et on s'est positionné donc pour ouvrir une légumerie à Grande-Synthe afin de fournir la Restauco. On a été accompagné notamment par la fondation Carrefour à ce sujet. Et donc là encore, c'est ramener du bio dans les écoles et permettre aux gens de pouvoir mieux s'alimenter. Alors on a compris, vous êtes sur effectivement des approches très multifonctionnelles, donc on l'a vu autour de l'alimentation, donc production de légumes, distribution de légumes, tout ça dans une optique solidaire, par le bus, par les paniers, par l'épicerie sociale. La légumerie, maintenant, vous rentrez dans les enjeux de transformation au niveau du territoire par la Restauco, et on sait qu'on l'a dit que la Restauco, c'est aussi la meilleure façon pour certains publics de manger bien, de manger tout simplement, ou de manger bien. Et alors, dernier projet qui rejoint peut-être ce qu'on a entendu chez Max tout à l'heure, éventuellement un projet de couveuse, c'est ça, à Grande-Synthe, d'installation de futurs maraîchers? Donc la ville de Grande-Synthe récupère des terres pour y installer des maraîchers. On s'y est associé avec le lycée horticole pour, alors on parlait de formation tout à l'heure, donc essayer de former des futurs candidats à l'installation. Le jardin, pour nous, a toute sa place à la formation de futurs maraîchers et notamment
de personnes locales non qualifiées qui pourraient s'installer et récupérer une petite parcelle afin d'en faire une activité. Alors pour finir, tout à l'heure j'ai dit que la FEJ était un grand ensemblier. Alors c'est un mot qu'on utilise nous dans l'insertion, ensemblier, parce que c'est beaucoup d'activités, etc. Est-ce que tout ce que vous faites là serait possible d'après toi pour une structure qui n'aurait pas ce groupe derrière lui? Mais il y a des effets leviers évidents. Le fait d'appartenir à une association, on a quand même bien des avantages, et notamment on parlait des EHPAD, des EMEX, etc. Et c'est des accompagnements qu'on peut avoir, et on peut demain se dire que la pérennité de la légumerie, elle commence aussi peut-être par la fourniture de nos propres structures. Donc évidemment, ça permet d'être un petit peu mieux assis dans notre activité, mais l'effet levier, ça nous permet aussi d'être innovants sur différents champs. Je te remercie. Alors oui, je me permets quand même quand on dit toucher les publics précaires sur un meilleur accès à l'alimentation, etc., les enjeux sanitaires sont extrêmement importants, hein. Nous sommes membres d'un groupe de travail de Santé publique France. Les chiffres sont tout à fait alarmants, hein. Je me permets de le dire, depuis la crise de 2008 en particulier, avec un effondrement de 10 points de consommation de fruits et légumes en France, 20 points dans les Hauts-de-France. C'est-à-dire 20% de baisse de consommation de fruits et légumes dans une région particulièrement touchée. Il y en a d'autres par la baisse de l'alimentation. On a chez les personnes vraiment précaires, on a des taux de surpoids et d'obésité qui sont très très importants, 90% pour les femmes, près de 70% pour les hommes. Donc vraiment avec des risques de santé très importants. Donc voilà, donc tous les sujets dont on est en train de parler, c'est quand même des sujets de fond. Autant dire que les prescriptions de 1 fruit et légumes par jour, etc., ne fonctionnent absolument pas, ça tout le monde le sait. Donc comment toucher aujourd'hui ces publics et comment travailler avec ces publics pour qu'ils trouvent eux-mêmes un sens citoyen, si vous voulez, dans la démarche alimentaire. C'est un peu les exemples qu'on a voulu donner ici, où effectivement, ce n'est pas une institution qui leur dit qu'il faut bien manger, c'est donner les moyens de réfléchir ensemble à comment faire et comment fabriquer ensemble cette alimentation de qualité. Parce que tout le monde la veut clairement.